Je vous souhaite la bienvenue dans les Sentiers du Bien-être. Je suis Amandine, éducatrice sportive et naturopathe spécialisée en micronutrition et je vous embarque avec moi pour de petites balades à la découverte de tous ces sentiers qui vous mèneront, je l'espère, vers plus de bien-être, une meilleure santé et tout ce qui pourrait potentiellement vous aider à vous sentir bien dans votre tête, dans votre assiette et dans vos baskets. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser une petite note de votre choix et à me faire part de vos commentaires et de vos questions ou d'idées de sujets à aborder. Je serai ravie de vous lire. Allez, c'est parti avec l'épisode du jour. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis comme d'habitude très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui turlupine beaucoup de monde et plus particulièrement les femmes de 35, 40 ans, 45 ans et plus. Il s'agit du ventre et plus précisément des réserves de gras qui viennent se lever tout autour de lui pour former une bouée alors qu'on n'a rien demandé et qu'en plus on sait nager. Oui, bon, je cherchais une manière rigolote d'amener le sujet mais je suis pas trop sûre de mon coup là. Bref, on va parler gras du ventre et surtout perte de ventre. Pourquoi on a tendance, pour beaucoup d'entre nous, à prendre du ventre avec le temps, alors qu'on ne change rien à notre alimentation, qu'on fait du sport et même des abdos. Et puis surtout, je vais vous partager les clés de la perte de ventre. Mais attention, pas d'une perte de ventre rapide grâce à une méthode inédite qui, comme toutes les autres, ferait revenir le gras perdu au galop en quelques semaines, parce qu'on va pas se le cacher, c'est ce qui se passe dans la grande majorité des cas. Là, on va voir comment perdre ce gras du ventre qui s'est incrusté sans qu'on l'ait invité d'une manière durable et vraiment respectueuse du corps. Parce que vous le savez maintenant, enfin je crois, sinon je vous le rappelle, vous ne pouvez pas demander à votre corps de changer ou de perdre du gras en excès sans respecter son fonctionnement. Ça serait comme d'essayer de faire rouler une voiture sans roue. Sur un malentendu, ça peut marcher, mais vous irez pas bien loin et pas sans quelques dégâts. Alors ici, c'est une règle de base, on ne fait rien sans respecter le corps et ses besoins. Et pour commencer, on va voir pourquoi le ventre a tendance à accumuler du gras au fil des années. Alors comme souvent, la raison, elle est multifactorielle. C'est généralement pas un élément ou un facteur à lui seul qui favorise la prise de gras abdominale, mais plusieurs d'entre eux combinés ensemble. Et c'est bien pour ça qu'un régime, qu'une cure ventre plat ou qu'un programme brûle-graisse ont généralement peu de chances de marcher. Quand je dis marcher, j'entends sur le long terme, évidemment. Pas des résultats qui se maintiennent quelques semaines au prix de beaucoup d'efforts avant de disparaître avec souvent un petit bonus de gras en plus, et quelques désordres aussi. Donc pour en revenir à nos petites réserves de gras sur le ventre, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'elles s'accumulent au fil des années ? Alors déjà, il y a un ou plusieurs événements que connaissent beaucoup de femmes qui sont les grossesses. Et lors d'une grossesse, on prend du poids, ce qui est tout à fait normal, sauf que parfois, la prise dépasse un certain seuil qui génère une accumulation de gras qui a tendance à rester après la grossesse pendant parfois des années. Une prise de gras qui survient aussi autour des organes, ce qu'on appelle la graisse viscérale. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que les réserves de graisse de notre ventre, elles ne sont pas toutes les mêmes. Il y a la graisse sous-cutanée, celle qui est responsable de nos bourrelets visibles et qu'on peut pincer avec les doigts. Elle est logée sous la peau et si c'est elle qui est visible et qui a tendance à nous déranger quand elle se développe un peu trop, elle est généralement pas problématique pour la santé. Elle a même un rôle utile à jouer, alors c'est bien d'en avoir un peu. Par contre, quand elle est excessive et qu'elle contribue à un surpoids général, là, oui, c'est moins intéressant pour la santé. Mais on parle d'excès de gras, pas de petites réserves de graisse qui font des plis, des vagues ou des poignées d'amour qu'on trouve certes pas esthétiques en comparaison des canons de beauté féminins de l'époque, mais qui ont tout leur rôle à jouer dans le bon fonctionnement du corps féminin. Donc si généralement c'est sur cette graisse sous-cutanée qu'on concentre nos efforts, pour en perdre et avoir le ventre plus ferme et plus plat, quand elle n'est pas en excès, elle n'est pas du tout problématique. Et par contre, en dessous, bien plus en profondeur, il y a un autre type de graisse qui est beaucoup moins facile à détecter visuellement que la graisse sous-cutanée, c'est la graisse viscérale. Elle s'installe autour des organes, elle est invisible et si elle ne donne pas de bourrelet, elle est par contre beaucoup plus problématique sur le plan de la santé. Cette graisse, elle est pro-inflammatoire, donc elle génère de l'inflammation, ce qui réduit la sensibilité à l'insuline et génère plus de résistance à la perte de poids. Et puis surtout, ça favorise les troubles métaboliques, les perturbations hormonales et un risque accru de développement de maladies cardiovasculaires, de déclin cognitif, d'apnée du sommeil ou encore de certains cancers. Bref,
la graisse viscérale, c'est pas cool du tout. Et comme elle est logée en profondeur et qu'on ne la voit pas, on peut être amené à porter une quantité de graisse viscérale mauvaise pour la santé sans être en surpoids, et même parfois en étant relativement mince. Ça peut être détecté par quelques mesures clés qui sont de bons indicateurs, comme la mesure du rapport tour de taille par taille en centimètres. Si le rapport est égal ou supérieur à 0,50, là, il y a des risques accrus pour la santé. Alors bien sûr, cette donnée n'est pas à considérer toute seule. Il faut la compléter par des analyses biologiques pour détecter une éventuelle inflammation de bas grade, une glycémie à jeun élevée et un profil lipidique déséquilibré. Ça, ce sont des analyses assez basiques que n'importe quel médecin peut prescrire. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire un petit tour chez votre médecin traitant pour lui demander de vous prescrire ces examens. Et avant de refermer cette petite parenthèse sur les deux types de graisses qui sont en colloque dans notre bidou, je voudrais quand même finir par une bonne nouvelle. C'est que la graisse viscérale, c'est celle qui répond le mieux à un mode de vie plus actif. Elle est métaboliquement active et c'est la première à être utilisée quand le corps a besoin de libérer de l'énergie, bien avant les réserves de gras sous-cutanées. Alors, ça n'arrange peut-être pas vos plans d'élimination des petits bourrelets, mais par contre, pour votre santé, c'est une super bonne nouvelle. Et c'est ce qui compte le plus, bien plus que l'apparence extérieure de votre ventre. Donc cette graisse viscérale, plus on bouge, moins on a de chances d'en avoir en excès. Voilà, je referme ma parenthèse, mais c'est important de faire le distinguo entre ces deux types de graisse et de bien comprendre leur rôle et leurs effets. Parce que généralement, on a tendance à s'acharner à éliminer les réserves de gras superficielles qui nous déplaisent visuellement, au détriment de ce qui se passe à l'intérieur, et ça vaut pour le gras, mais aussi pour la digestion. On en reparle un petit peu plus tard. Donc votre ventre, si vous voulez qu'il soit plus plat, moins gras, plus ferme, commencez par l'aborder de l'intérieur. C'est vraiment important et c'est toute votre santé qui en bénéficiera. Ok, maintenant que c'est dit, pourquoi on a tendance à prendre du ventre avec le temps ? On a vu que les grossesses pouvaient jouer un rôle, ou en plus de laisser quelques réserves quand la prise de poids a été particulièrement importante, le stockage de gras a tendance à migrer vers les organes sous forme de graisse viscérale. Ça, c'est lié à plusieurs facteurs propres à la grossesse, pour assurer une réserve pour le fœtus et l'allaitement, mais aussi à des facteurs hormonaux et liés au mode de vie. Entre le manque de sommeil qui peut perdurer pendant longtemps, le stress, les habitudes alimentaires moins équilibrées parce que pas le temps, envie de sucrer pour compenser la fatigue, etc. Et puis aussi le manque de temps pour pratiquer une activité physique, et tout ça favorise le stockage de graisse abdominale et n'aide pas à éliminer un excès de gras stocké pendant la grossesse. Et là je m'adresse à vous les mamans, ne soyez pas durs avec vous-même. Ne vous flagellez pas parce que vous n'arrivez pas à retrouver une silhouette sylphide après votre grossesse. Vous avez littéralement accompli un exploit en devenant maman. Votre corps en porte les marques et il va lui falloir du temps pour se rétablir de ce raz-de-marée qu'il a traversé ou qu'il est en train de traverser. Donc prenez-le avec beaucoup de bienveillance et traitez-le aussi bien que vous traitez votre bout de chou. Et si qui que ce soit se permet de vous mettre la pression sur votre poids ou votre apparence après votre grossesse, s'il vous plaît, autorisez-vous à les envoyer chier comme il se doit. Je suis désolée, c'est moche, mais c'est mérité. Et prenez soin de vous sans vous mettre la pression, sans vous juger négativement, en prenant tout le temps qu'il vous faut et surtout en fonction de vos possibilités. Et bien sûr, si vous voulez perdre un excès de ventre qui s'est installé suite à une ou plusieurs grossesses, les conseils de cet épisode seront tout à fait adaptés. Mais faites-le pour vous, pas pour satisfaire le regard des autres. À votre rythme et avec beaucoup de bienveillance pour ce corps qui donne énormément. Bon, et puis outre les grossesses, il y a un autre bouleversement propre à notre condition féminine. Ils sont sacrément peinards les mecs en comparaison, hein. C'est bien sûr la ménopause. Et dès le début de la transition vers la ménopause, qui marque la fin de la période reproductive, les fluctuations hormonales, et plus particulièrement la chute des oestrogènes, ont tendance à déplacer les réserves de gras corporels. Et qu'est-ce qui se passe ? Sans prendre nécessairement plus de gras, celui qu'on stocke se déplace vers le ventre. La chance, hein ? Et pas seulement dans nos réserves sous-cutanées, mais aussi autour des organes, et donc sous forme de graisse viscérale. Alors déjà qu'on a des bouffées de chaleur, une humeur de dinosaure et le cerveau qui nous fait oublier nos clés et notre code de carte bleue sans prévenir, en plus on gagne une bouée alors qu'on n'avait rien demandé. Non mais franchement... Bon, je vais pas développer plus le sujet parce que c'est pas le thème de l'épisode, mais par contre, si vous en voulez un qui soit plus axé sur la périménopause et la ménopause, dites-le moi et je vous ferai ça avec plaisir, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Mais pour en revenir au ventre, oui, les changements hormonaux qui démarrent à la périménopause favorisent la prise de ventre. Pas nécessairement à cause d'une prise de poids, mais simplement à cause des hormones qui décident de faire du feng shui avec nos réserves de graisse existantes. Et visiblement, autour du ventre, c'est sacrément feng shui. Et ce changement de distribution très net des réserves de graisse, beaucoup de femmes se le prennent de plein fouet à cette période de leur vie.
qui généralement est déjà pas super agréable. Alors là aussi, les conseils que je vous donne aujourd'hui seront une très bonne base pour aider à lutter contre ce phénomène lié à la ménopause. Mais en parallèle, si vous avez des symptômes importants pendant cette période qui peut durer quelques années, 4-5 ans en moyenne, parfois moins et parfois plus, jusqu'à 8 ans, allez consulter. Ne restez pas toute seule à vous débattre avec vos symptômes. Il existe des solutions thérapeutiques qui peuvent énormément aider et aussi réduire les effets liés à ces montagnes russes hormonales. Si vous voulez, j'en parlerai plus en détail dans un épisode dédié, mais déjà pour celles qui sont inscrites à Powerhouse, vous avez le module sur la périménopause et la ménopause dans le programme Restart, le programme complet dédié au métabolisme et à la perte de poids. Et donc dans ce module, vous avez déjà pas mal d'éléments vraiment utiles pour vous aider. J'en profite pour vous rappeler que vous avez un lien qui vous attend dans la description de cet épisode pour découvrir Powerhouse et que surtout, vous avez 5 jours d'essai complètement gratuits qui vous donnent l'accès à l'intégralité de la plateforme sans engagement. Donc si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez annuler votre essai très simplement en quelques clics depuis votre espace membre et repartir. Voilà, c'est tout simple, on fait rien de bizarre pour essayer de vous retenir sur Powerhouse. Par contre, vous pouvez profiter de ces 5 jours pour aller découvrir le module en question dans Restart. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, ceci étant dit, il n'y a pas que les bouleversements hormonaux et les grossesses qui favorisent l'installation du gras autour du ventre. Il y a un facteur de taille qu'on a pas mal tendance à oublier, ce sont tout simplement nos habitudes de vie. Des habitudes qui, année après année, finissent par peser lourd. Simplement par accumulation, par des changements très progressifs et très subtils qu'on remarque pas et qui, au fil du temps, font une énorme différence. Parfois, on a l'impression que les changements apparaissent presque du jour au lendemain, en l'occurrence ici l'apparition d'un petit ventre, alors qu'ils se sont opérés au fil des années. Mais un jour, ils nous sautent aux yeux sans prévenir quand ils sont devenus suffisamment significatifs pour être remarqués, ou quand les hormones décident de faire leurs travaux de réorganisation de nos réserves en les mettant bien plus en évidence autour de notre ventre. Et parmi ces habitudes de vie, il y a bien sûr l'alimentation, de plus en plus transformée, manger à la va-vite, pauvre en fibres et pas toujours équilibrée sur la durée. Des aliments riches en calories mais pauvres en nutriments qui prennent de plus en plus de place dans l'alimentation quotidienne au détriment des aliments à haute densité nutritionnelle. Et puis il y a aussi l'accumulation des régimes et l'effet yo-yo qui les accompagnent dans bien des cas. Ça aussi j'en parle en détail dans Restart parce qu'on n'a pas toujours conscience de l'impact de ces diètes répétées année après année. Et puis bien sûr, il y a le sommeil, souvent malmené, qui conduit à une perturbation des hormones qui régulent l'appétit, parfois à une baisse de la somme de mouvements quotidiens, sans qu'on s'en rende compte, manque de sommeil qui peut entretenir un stress chronique qui favorise directement le stockage de graisse abdominale et qui influence les comportements alimentaires à la faveur d'aliments qui peuvent contribuer à la prise de gras. Et puis souvent, au fil des années, on bouge moins au quotidien, sans forcément s'en rendre compte, comme des activités qui deviennent de plus en plus sédentaires, davantage de transports motorisés pour les déplacements. Et du coup, la somme de NEAT au quotidien diminue sans qu'on s'en aperçoive. Et ça a un impact direct sur l'énergie qu'on dépense chaque jour. En l'occurrence, une énergie qui est de moins en moins dépensée et de plus en plus stockée. On en reparle juste après. Et je vous dirai ce que c'est le NEAT, si vous savez pas ce que c'est. Et en fait, dans notre quotidien, il y a plein de facteurs qui jouent un petit rôle et qui, mis bout à bout, année après année, pèsent beaucoup dans la balance. Parce que leurs effets, même s'ils sont discrets, ils s'accumulent. Votre corps n'est pas une machine dont vous remettez les compteurs à zéro chaque année. Ce qu'il vit chaque jour, année après année, il l'accumule jusqu'à ce que les effets deviennent vraiment flagrants. C'est pour ça qu'une approche à 360 degrés qui s'inscrit dans la durée est vraiment importante. Et si vous voulez en savoir plus, je vous ai déjà fait un épisode complet sur le sujet. Attendez, je me rappelle plus duquel c'est. De toute façon, comme d'habitude, je vous remets toutes les ressources dont je vous parle dans la description de cet épisode. Attendez, je regarde. Ah voilà, c'est l'épisode 18. Et je vous conseille vraiment d'aller l'écouter après celui-ci si vous voulez mettre en place des actions qui fonctionnent vraiment pour vous et qui vous apportent des résultats qui durent plus longtemps qu'une saison de mercredi. La série, pas le jour évidemment, sinon ça veut rien dire. Bref, allez l'écouter. C'est le conseil que je vous donne. Voilà. Bon, et puis on n'en a pas fini avec les raisons de l'installation du gras sur notre ventre, parce que là, je vais vous parler d'un acteur de premier rang qui est encore bien trop souvent oublié. Si vous me connaissez, vous savez certainement déjà duquel je vais parler. C'est votre masse musculaire. Et plus précisément, la perte de masse musculaire qui survient discrètement à partir de 30 ans et qui prend un coup d'accélérateur après 50 ans si on ne fait rien pour la préserver. Et là, j'insiste sur si on ne fait rien pour la préserver. Cette masse musculaire, elle joue un rôle clé dans notre consommation d'énergie quotidienne. Et donc, moins on en a, plus on a de chances d'être en surplus énergétique. Ce qui peut expliquer, au moins en partie, pourquoi beaucoup de personnes qui n'ont pourtant rien changé à leur alimentation ont l'impression de prendre du gras au fil du temps.
Sur le papier, tout est pareil, mais en réalité, à l'intérieur, le corps dépense moins d'énergie parce qu'il dispose de moins de capital musculaire. Donc évidemment, c'est une très bonne raison pour entretenir ce capital musculaire qui a aussi plein d'autres bienfaits pour votre santé et votre longévité en bonne santé. Et pour ça, je vous invite à écouter l'épisode numéro 22 qui est justement sur le sujet. Donc voilà pour le tour d'horizon global des facteurs communs de la prise de ventre avec les années, en dehors bien sûr des conditions spécifiques, traitements médicamenteux, pathologies, qui nécessitent une prise en charge médicale et un suivi personnalisé par un ou des professionnels de santé qualifiés dans leur domaine. Mais dans tous les cas, ces conseils de base que je vais vous donner pourront être bénéfiques à appliquer dans votre quotidien en les adaptant à votre situation et à vos possibilités selon les conseils de votre professionnel de santé. Donc vous avez vu que parmi tous ces éléments qu'on vient de voir ensemble, rien n'est vraiment figé. C'est tout autant de leviers sur lesquels vous pouvez agir pour perdre le ventre que vous avez vu apparaître au fil du temps et que vous n'avez pas forcément envie de garder avec vous. Et c'est pas tant une question de volonté que de stratégie adaptée. Ce qui n'est pas souvent proposé dans les solutions ventre plat ou perte de ventre, comme les régimes et les programmes brûle-graisse. Et puis surtout, c'est une question de constance dans le temps. Ça, c'est pas la première fois que je le dis, mais si vous voulez des résultats qui durent, il faut que les actions et les changements que vous mettez en place puissent eux aussi durer dans le temps. Donc première chose pour ça, moi je vous invite à voir la perte de ventre non pas comme une simple perte de poids, mais comme une recomposition corporelle. Et dans cette recomposition corporelle, le tout premier acteur sera bien sûr votre alimentation. L'énergie que vous apportez à votre corps. Une énergie qui, si elle dépasse ce que vous dépensez, crée un surplus qui est stocké, donc potentiellement dans vos réserves autour du ventre. C'est la notion de balance énergétique qui est importante à comprendre. La relation entre l'énergie qui rentre, grâce à ce que vous mangez, et l'énergie qui sort, donc l'énergie que votre corps dépense simplement pour fonctionner, votre métabolisme de base, dans vos mouvements du quotidien, le fameux NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, dans la digestion des aliments et la régulation de votre température corporelle, ce qu'on appelle la thermogénèse, et bien sûr, dans votre activité physique. Tout ça, ça représente la somme de l'énergie que votre corps dépense au quotidien, et donc qu'il ne stockera pas. Donc cette balance énergétique, quand elle est équilibrée sur la durée, elle permet de maintenir un poids et une composition physique stable. Vous ne stockez pas d'énergie en excès. Et si vous optimisez la qualité des nutriments que vous mangez, elle vous permet d'améliorer votre composition corporelle, votre forme et tous vos marqueurs santé. Si sur la durée, vous dépensez légèrement plus d'énergie que vous en consommez, votre corps puise dans ses réserves. Si à l'inverse, votre apport d'énergie dépasse régulièrement la dépense, votre corps stocke. Mais ça se joue pas au jour près, ça se joue sur la durée, semaine après semaine. Et attention, on peut être tenté de raisonner comme ça. Si je consomme beaucoup moins d'énergie que ce que je dépense, je vais perdre plus de poids, et plus vite. Sauf que ça ne marche pas. Vous aurez certes peut-être des résultats sur le court terme, mais ce que vous avez perdu a de très fortes chances de revenir dans les mois qui suivent, parfois même plus rapidement, et avec un petit bonus de gras en plus. Parce que rappelez-vous ce que j'ai dit un peu plus tôt. Si vous voulez des résultats durables, il faut que votre approche soit elle aussi durable. Et généralement, on ne peut pas s'affamer pendant bien longtemps. Et donc, pour que votre approche soit durable, il faut que le déficit d'énergie qui pousse votre corps à puiser dans ses réserves soit léger, modéré. Sinon, votre corps va faire tout ce qu'il peut pour s'adapter et se protéger, vous protéger, en modifiant vos comportements alimentaires et en vous poussant à réduire votre dépense d'énergie. Et pour ça, d'ailleurs, il n'hésite pas à vous faire moins bouger, à vous donner moins de motivation et à taper dans ses réserves de muscles pour préserver ses réserves de graisse qui semblent d'autant plus vitales face à la baisse d'énergie que votre corps subit. Donc franchement, c'est pas une bonne idée parce que ces adaptations, elles peuvent laisser des traces pendant longtemps. Donc pour créer une balance énergétique légèrement négative, ça va se jouer au niveau de l'énergie que vous consommez, donc ce que vous mangez, mais aussi au niveau des acteurs qui favorisent la dépense d'énergie. Et moi, ce que je conseille dans un premier temps, c'est de garder vos apports d'énergie à leur point d'équilibre et d'augmenter un peu votre consommation d'énergie quotidienne. Concrètement, déjà, il faut prendre le temps de trouver le point d'équilibre dans l'assiette en termes de quantité, mais aussi de qualité. Un véritable équilibrage alimentaire de fond et surtout durable. Et je souligne très fort le mot durable. Parce que vraiment, dans la pratique, je connais très peu de personnes qui le font. Et pour ça, il faut observer pendant un petit moment et travailler avec des repères concrets qui permettent de réajuster l'alimentation si besoin. Donc déjà, regardez si vous consommez suffisamment de protéines à chaque repas pour soutenir votre capital musculaire, votre satiété, mais aussi une bonne thermogénèse alimentaire. Regardez si vous consommez suffisamment de fibres, de graisses de qualité et d'aliments riches en micronutriments. Des aliments à haute densité nutritionnelle. Regardez si votre alimentation suit un rythme qui est adapté à vos besoins. Beaucoup de personnes mangent très peu la journée et finissent par grignoter et faire un dîner qui explose les compteurs. Et observez comment votre corps et votre cerveau se comportent.
votre composition physique, vos niveaux d'énergie, votre humeur, vos émotions, votre appétit. Tout ça, ce sont des repères simples et concrets que vous pouvez observer au quotidien pour ajuster votre alimentation en fonction. Et pour ajuster votre alimentation, je vous conseille d'écouter l'épisode numéro 13, Comment manger équilibré sans se prendre la tête, qui vous donnera des clés très concrètes pour faire ça. Et encore une fois, je le répète, ces ajustements, ils doivent être vraiment durables. Ils représentent les fondations de votre alimentation sur le long terme. Sinon, tout ce que vous ferez ne tiendra pas. Et vous continuerez à passer d'un régime à l'autre, d'une méthode à l'autre, sans combler ce dont vous avez réellement besoin et sans résultat. Mais par contre, avec des adaptations et des effets secondaires qui peuvent peser lourd dans la balance au fil du temps, au sens propre comme au sens figuré. Et puis, en parallèle, agissez sur les leviers qui permettent d'augmenter votre dépense d'énergie. Et ça va peut-être vous surprendre, mais ça ne passe pas par des heures d'activité physique en plus. Première chose, votre masse musculaire consomme de l'énergie en activité comme au repos. Donc imaginez avoir un corps qui brûle plus même quand vous dormez. C'est cool, non ? Et bien ça, c'est possible grâce au renforcement musculaire. Je vais pas vous refaire le topo complet parce que vous avez déjà un épisode entier sur le sujet qui contient tout ce que vous avez à savoir. Et je radote, mais c'est l'épisode 22. Donc un de vos meilleurs alliés perte de ventre, c'est clairement votre masse musculaire. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez la développer à tout âge. Tant que vous êtes en vie, vous pouvez le faire, et quel que soit votre statut hormonal. Et dans tous les cas, je dis bien dans tous les cas, ce sera bénéfique pour vous. Et puis autre chose, le NEAT, la somme de vos mouvements quotidiens qui ne relèvent pas de l'activité physique volontaire. Comme par exemple les courses, les déplacements, ranger, passer un coup de fil en marchant, promener son chien, monter les escaliers, faire la cuisine. Bref, tout ce que vous ne faites pas en position assise immobile ou allongée. Et ce NEAT, il représente une part non négligeable de votre dépense d'énergie journalière. Et d'ailleurs, sur l'ensemble de vos semaines, il représente une dépense d'énergie généralement plus élevée, voire beaucoup plus élevée que vos activités physiques. Alors évidemment, ça dépend à quel niveau vous pratiquez. Si vous êtes athlète de haut niveau, ça sera peut-être pas le cas. Mais ce que je veux mettre en évidence là, c'est l'importance de tous ces petits mouvements quotidiens qui ont tendance à être de plus en plus réduits par la sédentarisation de nos modes de vie. On se fait de plus en plus livrer, on utilise les transports motorisés pour aller travailler dans un bureau et parfois même se faire livrer à manger pour gagner du temps le midi. On passe de plus en plus de temps devant les écrans, les aspirateurs font même le boulot tout seuls maintenant. Et donc, on bouge de moins en moins. Et ça, en plus de réduire considérablement notre dépense d'énergie, c'est franchement pas top pour la santé générale. Mais bon, on va rester focus sur le ventre aujourd'hui. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre de quoi noter et de faire une petite liste de ce que vous pourriez faire dès maintenant pour saupoudrer vos journées d'un peu plus de mouvement. Bon, évidemment, sauf si vous avez déjà un travail très actif. Mais sinon, voyez ce que vous pouvez ajouter par petites touches, par le biais de vos activités, de vos modes de déplacement, vos divertissements, en ajoutant des petits breaks mouvements dans vos journées pour vous étirer ou vous dégourdir les jambes, en prenant l'habitude de vous balader en téléphonant ou en vous brossant les dents. Bon, chez vous du coup, sinon c'est un peu bizarre. Bref, voyez les choses simples que vous pouvez faire pour bouger un peu plus chaque jour, rajouter quelques pas par-ci par-là, sans vous épuiser. Le tout accompagné d'une activité physique régulière adaptée à vos possibilités et au temps dont vous disposez, en y incluant, si possible, 2 ou 3 séances de renforcement musculaire qui n'ont pas besoin de durer plus de 30 minutes pour être déjà largement suffisantes pour votre capital musculaire. Ça vaudra 1000 fois mieux que d'enchaîner les séances d'abdos et de hit brûle-graisse au risque de vous cramer bien avant d'avoir brûlé la moindre réserve de gras. Et oui, parce que ça marche pas comme ça. C'est votre dépense énergétique globale par rapport à vos apports qui détermine si oui ou non votre corps va décider d'aller puiser dans ses réserves. Pas au jour le jour, mais semaine après semaine, mois après mois. Alors évidemment, des séances intenses peuvent contribuer à cette dépense d'énergie, mais elles n'en représentent qu'une petite fraction. Alors ne mettez pas toute votre énergie dans une pratique acharnée. Et gardez-en plutôt pour construire votre capital musculaire et construire aussi les bonnes bases d'une alimentation équilibrée qui aide vraiment votre métabolisme à bien fonctionner. Et puis une fois que ces bases sont en place, que votre alimentation est à son point d'équilibre, que vous avez optimisé votre dépense d'énergie quotidienne, si après quelques semaines, ou plutôt quelques mois, mais je sais que c'est pas ultra motivant d'entendre ça, bref, si votre corps ne bouge pas, ce que vous pouvez constater en suivant des marqueurs concrets comme votre tour de ventre, vos vêtements, mais aussi la progression de votre force et de vos capacités physiques, qui indiquent que les voyants sont au vert du côté de votre capital musculaire, et si tout ça ne bouge pas, vous pouvez légèrement réduire vos apports énergétiques en jouant plutôt sur les glucides et les lipides que les protéines pour créer un léger déficit calorique. Et je dis bien léger, quelque chose qui soit complètement soutenable, de l'ordre de 10 à 15% de réduction par rapport à vos apports énergétiques de maintien, et surtout quelque chose qui ne soit pas rigide.
Ce déficit, il s'établit pas vraiment au jour le jour, mais plutôt à l'échelle d'un cycle, en fluctuant selon votre énergie et vos besoins journaliers. Il y a des jours où vous aurez besoin de totalement combler vos besoins, en cas de fatigue ou en fin de phase lutéale par exemple, alors qu'il y en aura d'autres où il vous sera plus facile de réduire légèrement votre consommation d'énergie. Faites preuve d'écoute et de flexibilité. C'est vraiment important et c'est ce qui vous permet de pousser votre corps à puiser dans ses réserves d'une manière qui respecte son fonctionnement et qui ne fasse pas freiner votre métabolisme des 4 fers. Mais voilà, le déficit calorique pour moi, c'est vraiment dans un second temps. Une fois que les fondations de l'équilibre alimentaire sont solidement consolidées et que la dépense d'énergie est optimisée, pas avant. Et pourtant, c'est ce que je vois énormément. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire les choses dans le bon sens, sans mettre la charrue avant les bœufs. Vous êtes OK ? Et vous pouvez en croire mon expérience, ça marchera bien mieux comme ça. Bon, maintenant qu'on a vu comment faire pencher la balance énergétique dans le sens d'une perte de gras, on va parler des abdominaux. Alors, si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez ce que je m'apprête à vous dire. Si vous voulez un ventre mieux gainé, dont l'apparence est moins relâchée, mieux maintenue et plus ferme, je ne peux que vous conseiller de renforcer comme il se doit votre centre du corps. Bon, déjà, on va remettre l'église au milieu du village. Enchaîner les séries d'abdos ne vous fera pas brûler le gras du ventre, même si vous sentez que ça brûle. Même si vous transpirez. Déjà, vous transpirez pas du gras, et heureusement, sinon je vous dis pas la galère à nettoyer. Et ce n'est pas parce que vous sentez vos muscles chauffer pendant l'effort que ça fait fondre la graisse localisée à cet endroit. Désolée, mais même si vous y croyez dur comme fer, la physiologie humaine ne fonctionne pas comme ça. Donc pour avoir un ventre plus plat et mieux gainé, rien de mieux que de renforcer la gaine naturelle. Et puis pour plein d'autres raisons aussi, comme celle de protéger votre dos et votre périnée par exemple. Mais bon, je vous explique déjà tout ça en détail dans l'épisode précédent, alors si vous l'avez loupé, je vous recommande d'aller l'écouter après celui-ci, ou après celui que vous avez prévu d'écouter après celui-ci, parce que je vous fais une liste d'épisodes à écouter à chaque fois ultra longue. Et puis dans cet épisode, vous découvrirez aussi si le stomach vacuum affine vraiment la taille. Bref, il est chouette cet épisode. Et puis, renforcer votre centre du corps et apprendre à l'engager correctement, ça vous permettra aussi de bien mieux réaliser vos exercices d'abdos, et notamment d'éviter que votre pratique ne pousse votre ventre vers l'avant, ce qui peut arriver en cas de pratique répétée d'exercices d'abdos mal exécutés. Donc on commence par renforcer les fondations de l'intérieur pour des bienfaits qui se voient de l'extérieur. Ça me fait penser à une pub, mais je me souviens plus laquelle. Ouais, ça date en même temps. Bon bref, vous avez compris. Et puis, l'avantage de cette pratique profonde que vous pouvez retrouver en faisant du pilate, par exemple, c'est qu'elle produit un massage interne très bénéfique au système digestif et la respiration associée, elle, est extrêmement bénéfique pour le système nerveux. Et ce sont justement 2 systèmes qui influencent énormément l'apparence du ventre et ses réserves et qui sont généralement complètement sortis de l'équation quand on veut perdre du ventre ou améliorer son aspect. Alors que pourtant, si l'un comme l'autre ne fonctionne pas bien ou souffre d'un déséquilibre, c'est ventre gonflé et réserve de gras supplémentaires à la clé. Alors, la gestion de votre stress et de votre santé digestive sont à mettre au premier rang si vous voulez perdre du ventre. Et puis, si vous voulez être en bonne santé tout court, mais c'est pas le sujet de cet épisode. Pour ça, il va falloir travailler sur les 2 axes en même temps, particulièrement si vous souffrez de troubles digestifs, de ballonnement ou de constipation. Parce que le système nerveux et le système digestif sont étroitement liés et ils communiquent en permanence dans les 2 sens. Donc un ventre qui ne va pas bien affectera le système nerveux, et donc le stress, les émotions, les comportements alimentaires, le sommeil, etc. Et un système nerveux déséquilibré sous stress chronique affectera le système digestif, en perturbant le microbiote, le transit, la perméabilité intestinale. Et en plus, le stress chronique, tout comme l'inflammation chronique générée par un ventre qui ne fonctionne pas bien, ces 2 facteurs perturbent beaucoup la glycémie et la sensibilité à l'insuline. Et le résultat, c'est un stockage de graisse abdominale facilité. Alors je vous conseille de porter votre attention à la fois sur votre équilibre nerveux et votre gestion du stress et sur votre santé digestive. Par une nutrition sans stress et pleinement nutritive, équilibrée, riche en fibres et à haute densité nutritionnelle, par suffisamment de mouvements quotidiens pour réguler le stress et la digestion, ni l'un ni l'autre ne sont fans de sédentarité, par une bonne hygiène de vie générale, dans la mesure du possible. On ne peut pas toujours faire des nuits parfaites, surtout si on travaille en horaire décalé ou qu'on a des petits bouts de chou. Mais par contre, on peut diminuer les apéros alcoolisés et mieux s'hydrater par exemple. On veille aussi à bien récupérer. Bon, là je vous ai fait un épisode complet sur le sujet et je vous ai vraiment tout mis sur un plateau d'argent, alors vous n'avez plus qu'à vous servir. Et l'épisode en question, c'est le numéro 23 qui vous attend
avec les autres dans les notes de ce podcast. Et puis, on plante par-ci par-là de petites ancres apaisantes par du mouvement doux ou de la respiration consciente. Par micro-session de quelques minutes, ça fait des merveilles. Et voyez la respiration comme l'interrupteur de votre système nerveux autonome. Alors pour le faire repasser en mode détente, qui favorise aussi la digestion, pensez respiration. Une respiration profonde et consciente, abdominale, que vous pouvez pratiquer à tout moment de la journée pour vous apaiser. Vous avez des apps qui vous permettent de faire ça en étant guidé si vous en sentez le besoin, ou sinon il vous suffit de faire entre 5 et 10 respirations lentes par le nez, épaules détendues, en laissant votre ventre se gonfler lorsque vous inspirez, et en allongeant l'expiration, donc en expirant lentement, un petit filet d'air par le nez jusqu'à ce que les poumons soient vidés, avant d'inspirer à nouveau profondément, etc., etc. Et mettez des routines de mouvements doux dans votre planning. Le soir pour vous détendre par exemple, ou avant le dîner pour apaiser le système nerveux et favoriser une bonne digestion. Et puis trouvez aussi des moyens de déconnecter régulièrement de l'hyperstimulation mentale permanente dans la journée et particulièrement avant d'aller vous coucher. Ça peut être en écoutant de la musique, en faisant des loisirs créatifs, en lisant des choses légères, en marchant tout en laissant vagabonder votre esprit, en dansant toute seule la musique à fond pour vous vider la tête et débarrasser votre corps des tensions accumulées. Bref, je vous donne quelques exemples, mais il y a plein de choses que vous pouvez faire qui sont à votre portée et qui ne coûtent absolument rien. Il suffit juste de leur ouvrir la porte et de leur faire une petite place dans votre quotidien, en rognant sur un peu de temps d'écran par exemple. Et puis, si vous souffrez de troubles digestifs, ne les laissez pas de côté. Ne les ignorez pas et ne cherchez pas à les étouffer. Ils témoignent d'une vulnérabilité de votre système digestif qui vous envoie tous les signaux qu'il peut pour que vous l'écoutiez. Et comme votre ventre est au cœur de toutes les voies de la santé, en plus de décider de son apparence extérieure, ça vaut vraiment le coup de s'en occuper. Et pour vous y aider, je vous ai déjà fait plein de contenus utiles pour ça. Parce que si vous me connaissez, vous savez que le ventre et ses habitants me passionnent tout particulièrement. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous mets quelques ressources en description de cet épisode. Donc vous voyez que vous avez beaucoup de leviers sur lesquels agir pour perdre du ventre. Et l'avantage en les actionnant, c'est que votre forme et votre santé en bénéficieront tout autant. Et pour ça, je vous ai concocté un guide complet et vraiment pas compliqué qui regroupe tout ce que j'ai abordé avec vous aujourd'hui et surtout qui vous propose une stratégie concrète pour des résultats tout aussi concrets. Une stratégie qui respecte votre ventre et qui vous respecte et qui fonctionne sur la durée. Pas une énième méthode qui vous offre tout au mieux des résultats temporaires au prix de sacrifices et d'efforts acharnés pour finalement voir vos résultats partir en fumée au bout de quelques semaines ou de quelques mois avec un corps qui devient de plus en plus résistant à vos tentatives au fil du temps. Parce que ça arrive énormément. Ce guide, il vous attend aussi dans les notes de ce podcast avec toutes les autres ressources que j'ai mentionnées dans cet épisode. Et vraiment, si vous savez pas par quoi commencer, que vous bataillez avec votre ventre qui semble s'accrocher à ses réserves comme Gollum à son anneau, si vous avez testé des régimes et des programmes pour perdre du ventre mais que rien n'a marché plus longtemps qu'une saison de télé-réalité et que vous avez l'impression que votre corps fait de plus en plus de résistance, ce guide est pour vous. C'est pour vous que je l'ai conçu. Parce que ça me révolte de voir autant de femmes se maltraiter avec des solutions qui ne respectent ni leurs besoins, ni leur physiologie, et qui créent parfois des dégâts profonds. Donc j'ai pas de méthode miracle perte de ventre en quelques semaines à vous proposer, mais j'ai des outils qui vous veulent vraiment du bien et qui n'attendent que vous pour que vous les utilisiez. Bon tant pis, je me ferai pas des millions avec des promesses bidons, mais au moins, je suis raccord avec mon éthique et je sais que ce que je vous propose peut vraiment vous faire du bien. Et ça vaut tout l'or du monde. Et ce qui vaut aussi tout l'or du monde, c'est votre écoute et votre confiance, et je vous dis un énorme merci pour ça. Alors si mon travail vous plaît et que ces épisodes que je vous partage vous sont utiles, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant une petite note à ce podcast. Ça aide à améliorer sa visibilité et ça permet à encore plus de personnes de le découvrir. Et puis bien sûr, si vous avez des femmes autour de vous que vous aimeriez voir prendre soin d'elles et se sentir bien, n'hésitez pas à leur partager le podcast. Et puis moi, je m'en vais préparer le prochain épisode. En attendant, n'hésitez pas à aller regarder tout ce que le guide Perdre du ventre en 5 étapes vous réserve et à commencer à mettre en place les bonnes actions pour prendre soin de votre ventre et l'aider à se délester de ses petites réserves si vous pensez qu'il en garde un peu trop sous le coude. Allez, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!